Nous avons l'art pour ne pas mourir de la vérité. C'est une phrase de Friedrich Nietzsche et elle va vraiment nous servir de boussole aujourd'hui. On va plonger dans l'univers d'un peintre contemporain, un artiste bruxellois, Jérôme Sellos. Mais on va le faire avec une clé de lecture assez inattendue, la philosophie de ce même Nietzsche. Pour ça, on a une analyse fascinante qui fait le pont entre les deux. Et surtout, une série d'œuvres de Sellos qui sont, vous allez voir, d'une intensité assez folle. Notre mission, c'est de comprendre comment la pensée d'un philosophe du 19e siècle peut nous aider à ressentir la puissance d'un art bien d'aujourd'hui. Ça peut paraître un peu abstrait comme ça, mais vous allez voir, c'est lumineux. Oui. Et pour saisir ce lien, il faut vraiment commencer par le cœur de la pensée de Nietzsche sur l'art. Pour lui, tout repose sur un duel, une tension permanente entre deux forces. Il les nomme l'apollinien et le dionysiaque. Ce sont vraiment les deux concepts qui vont tout éclairer. Alors, d'un côté, on a l'apollinien. Ça vient d'Apollon, bien sûr. C'est le dieu de l'ordre, de la forme, de la beauté maîtrisée, la sculpture, la clarté, la mesure. Le rêve, la raison. Voilà. Et de l'autre côté, on a le dionysiaque. Là, c'est Dionysos, le dieu du vin, de la musique, de l'ivresse. C'est le chaos, l'instinct, la force vitale brute sans aucune limite. D'accord, c'est une image très parlante. Pour le dire simplement, si l'apollinien c'était une playlist Spotify parfaitement organisée par un algorithme, Mhm. le dionysiaque ce serait le chaos d'un concert de rock où tout peut arriver. C'est exactement ça, c'est une excellente analogie. Et toute la peinture de Sellos, comme on va le voir, s'articule autour de cette tension, de cette lutte et parfois de la fusion entre ces deux forces. D'accord. Alors, pour mettre ça en scène, l'analyse qu'on a sous les yeux propose un véritable casting, j'aime bien le mot. Il y a d'abord, évidemment, le philosophe, Nietzsche, celui qui a diagnostiqué la mort de Dieu et qui, pour lui, voyait l'art comme, le seul salut face à l'absurdité de l'existence. Ensuite, il y a une figure que l'analyse appelle le maître de transition. Amedeo Modigliani. Oui, Modigliani. C'est un choix intéressant. Au début du XXe siècle, son art était une réponse au chaos de son époque. Des lignes pures, des visages comme des masques silencieux. C'était une tentative de mettre de l'ordre, donc très très apollinienne. Et le troisième personnage de ce casting, c'est bien sûr l'artiste contemporain. Jérôme Sellos, qui, depuis son atelier à Ixelles, semble reprendre ce dialogue, mais pour faire tout l'inverse de Modigliani en fait. Là où Modigliani cherchait à calmer, à apaiser, Sellos, lui, veut faire exploser la pulsion dionysiaque. Son atelier est décrit comme un laboratoire de l'intensité. Alors pour bien saisir cette opposition, revenons juste un instant sur l'époque de Modigliani, le Paris du début du XXe siècle. On est dans un monde qui bascule complètement. La révolution industrielle, les angoisses qui montent, la guerre qui se prépare. Son art, avec ses lignes parfaites, presque sculpturales, ses regards vides, c'est une façon de mettre un bouclier de beauté face à la violence du monde. Une quête d'ordre, de calme. Même si c'est un calme très mélancolique. Très mélancolique, oui. Et le contraste avec notre époque, celle de Sellos, il est saisissant. L'analyse l'a décrit comme une ère de saturation numérique, de contrôle par les algorithmes. C'est une sorte de rationalité froide, poussée à l'extrême. En fait, c'est une critique que Nietzsche faisait déjà contre Socrate. Il l'accusait d'avoir tué la tragédie en imposant le triomphe de la raison sur l'instinct. Notre monde est devenu en quelque sorte hyper apollinien, mais un Apollon sans corps. Un ordre sans chair, sans sueur, lissé par les filtres Instagram et calculé par la data. C'est là que Sellos intervient. Face à ce monde trop lisse, son art est présenté comme une rébellion dionysiaque. J'aime beaucoup ce terme. Au silence de Modigliani, il répond par le cri. À la ligne pure, il répond par la coulure, la vibration, la matière qui déborde. Il ne cherche pas du tout à nous calmer. Il veut nous faire ressentir la vie brute. Et ça se voit dans ses matériaux. De la cire, de l'époxy, des sticks de peinture qui, et je cite, explosent sur la toile pour capturer une intensité. Et vous avez raison de parler de rébellion. Ce qui est paradoxal et fascinant, c'est que pour se rebeller contre un ordre froid numérique, il utilise une technique qui, elle, est même chaotique, presque hors de contrôle. C'est là que ça devient vraiment nietzschéen. Son art agit comme un contrepoison. Quand l'intelligence artificielle nous génère des images parfaites, mais prévisibles, Sellos, lui, injecte de l'accident, de l'imprévu. Les coulures, les griffures, ce ne sont pas des erreurs, c'est le cœur du message. Elles nous rappellent notre humanité imparfaite. C'est une idée puissante. L'analyse parle de passer de la statue à l'émotion. On quitte les masques
Ce des portraits de Modigliani, mais aussi les nôtres, nos avatars numériques, pour retrouver quelque chose de plus viscéral. Exactement. Retrouver le corps. Tout ça est passionnant en théorie, mais j'aimerais qu'on voit concrètement comment ça se manifeste dans les œuvres. On a plusieurs images et plusieurs concepts philosophiques sont évoqués. Prenons le thème du cri, par exemple. Il semble omniprésent chez lui. L'analyse le relie à la tragédie grecque et à un concept que Nietzsche appelle amor fati. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus? Bien sûr. Le cri chez Sélos est la forme la plus évidente du dionysiaque. Mais attention, ce n'est pas juste un cri de douleur. Pour Nietzsche, la grandeur de la tragédie grecque, c'était de ne pas cacher la souffrance, mais de la regarder en face. De l'embrasser et de la transformer en art. C'est ça l'amour fati, l'amour de son destin, avec tout ce qu'il comporte de terrible et de joyeux. Attendez, amor fati, l'amour du destin. Ça veut dire qu'il faut aimer la souffrance. C'est un peu extrême, non? Masochisme, c'est plutôt dire oui à la vie dans sa totalité, sans en retirer les parties qui font mal. C'est accepter que la douleur fait partie du processus. Du coup, le cri dans la peinture de Sélos n'est pas un cri de victime, c'est une affirmation de puissance. C'est l'énergie qui jaillit de la douleur quand on cesse de la fuir. Une déflagration lumineuse, comme le dit joliment l'analyse. Je vois. C'est un cri qui dit oui à la vie, même quand elle est brutale. Et ça me fait penser à un autre principe évoqué, toucher d'abord, penser ensuite. C'est vrai que face à ces toiles, on ne se demande pas tout de suite « qu'est-ce que ça veut dire ?» On ressent d'abord une claque, une émotion brute. Exactement. C'est un retour au pathos, l'émotion, le ressenti, contre la domination du logos, la raison. C'est le cœur de la critique de Nietzsche contre toute la philosophie occidentale depuis Socrate. La démarche de Sélos, qu'il décrit comme « laisser passer l'émotion de l'instant », est un acte de résistance. Une résistance à cette intellectualisation constante. Sa peinture, ce n'est pas un rébus à déchiffrer, c'est une expérience à vivre, une métrique picturale, dit l'analyse, qui bat au rythme du cœur, pas de la logique. Et ça se voit dans la matière elle-même. On voit des empattements de peinture très épais, des griffures qui scarifient la toile. On a l'impression que la peinture se bat pour exister, qu'elle veut sortir du cadre. C'est juste une impression ou ça correspond à quelque chose de précis chez Nietzsche? C'est une observation très juste. Ça correspond parfaitement à ce que Nietzsche appelle la volonté de puissance. Attention, ce n'est pas la volonté de dominer les autres, c'est une pulsion fondamentale en toute chose qui cherche à croître, à s'étendre, à se dépasser. Quand la peinture de Sélos déborde et semble vouloir déchirer la toile, c'est une manifestation visible de cette volonté de puissance. La matière n'est pas un outil passif, elle est une force active en lutte. D'accord, passons aux œuvres. Je propose qu'on regarde le premier thème, le corps comme champ de bataille. On a les images 1, 2 et 3. La première, elle est sombre, presque boueuse. Le corps est à peine esquissé, comme s'il émergeait de la terre. C'est assez dérangeant. Et l'image 2, ce dessin au fusain d'un corps contorsionné, il est presque disloqué. Ce que vous décrivez comme dérangeant et disloqué, c'est exactement le but. C'est le dionysiaque à l'état pur. Pour Nietzsche, Dionysos est le dieu de la fragmentation, celui qui dissout les formes, qui dissout l'identité. Dans ce dessin, on ne voit pas une étude anatomique. On sent une tension, une force qui se tord pour s'extraire de la feuille. Quant à la première image, avec sa matière brute, elle nous montre ce que l'analyse appelle la réalité souterraine de la vie. C'est l'existence avant le filtre apollinien de la beauté idéale. Avant le maquillage. C'est la matière première, quoi. C'est puissant. Et cette tension, on la retrouve d'une autre manière dans le deuxième thème, que l'analyse nomme le regard captif et le cri silencieux. On a les images 4 et 6. Sur l'image 4, je suis frappé par le contraste. On a ce visage très brut, très émotif, et derrière, ces bandes de couleurs très droites. On dirait presque un code barre. Qu'est-ce qui se joue ici? C'est une opposition voulue? C'est tout le sujet de la toile. Ces rayures en arrière-point, c'est une parfaite représentation de l'ordre apollinien. C'est la structure, la règle, on pourrait même dire la cage. La cage. Et le visage, avec son regard inquiet, asymétrique, est purement instinctif. Il se débat contre cette cage, il cherche à en sortir. Le drame de la toile, c'est ce conflit entre la pulsion de vie et la structure qui tente de la contenir. L'œuvre suivante, l'image 6, est difficile à regarder. Vraiment. Ces coulures qui zèbrent le visage de haut en bas, on dirait des cicatrices ou des larmes de sang. C'est violent. Comment ça s'inscrit dans cette idée de tragédie dont on parlait? On est en plein dedans.
Cette toile est une incarnation de la mort fati. Ces coulures qui défigurent le portrait sont le pathos à l'état pur, la souffrance subie, l'événement tragique qui s'abat sur l'individu. Mais en le peignant ainsi, Sellos ne fait pas que le montrer, il le transfigure. La douleur n'est pas niée, elle est acceptée et transformée en une forme de beauté terrible, poignante. On ne regarde pas une victime, on regarde quelqu'un qui a traversé la tragédie. D'accord, je vois mieux. On passe à un autre registre avec l'image 5 sur le thème de l'ivresse chromatique. Là, c'est une explosion. Un fond rouge incandescent, une figure qui semble en pleine extase, la bouche ouverte, et même la signature, en blanc, elle n'est pas sagement posée dans un coin, elle est jetée sur la toile, elle fait partie du mouvement. C'est le triomphe de Dionysos. Il est le dieu du vin, de la fête, de la transe. Ce rouge, ce n'est pas une couleur décorative, c'est un état d'esprit. C'est l'ivresse créatrice, qui selon Nietzsche est nécessaire à l'art. Dans ce moment, la distance entre l'artiste et son sujet est complètement abolie. Ils ne font plus qu'un dans l'acte de création. Et comme vous le notez très bien, la signature n'est pas un simple ajout final. Elle est tracée dans la même urgence, le même geste. Elle est le cri de l'artiste qui se fond dans son œuvre. Et on arrive à la dernière œuvre, la 7, la plus abstraite. L'analyse l'appelle le grand dépassement. Franchement, on devine à peine une silhouette humaine. Elle est complètement submergée par d'immenses coulures noires et violettes. On dirait que la forme est en train de se dissoudre sous nos yeux. C'est peut-être l'œuvre la plus profondément nietzschéenne du lot. Elle représente ce que le philosophe appelle la dissolution de l'individu dans le grand tout. C'est le moment où la forme, Apollon, ne peut plus contenir la force de vie brute, Dionysos. La pulsion est trop puissante, elle déborde, elle envahit tout. Cette œuvre n'est pas une image figée d'un résultat, c'est l'image d'un processus, d'un devenir. On a l'impression qu'elle est encore en train de couler au moment où on la regarde. C'est la vie même, pas sa représentation. Exactement. C'est incroyable comme ces concepts peuvent éclairer des œuvres aussi contemporaines. Si on doit résumer tout ça, qu'est-ce qu'il faut en retenir ? Pour moi, ce qui est frappant, c'est que l'art de Sellos, vu à travers Nietzsche, n'est pas juste de la peinture. C'est une réponse, une réaction physique à notre époque. En résumé, si notre monde numérique nous vend des filtres pour lisser la réalité, Sellos nous jette la peinture au visage pour nous rappeler qu'elle a une texture, qu'elle est granuleuse et que c'est précisément là que se trouve la vie. C'est une excellente synthèse. C'est un art qui nous demande de nous reconnecter à nos instincts, d'accepter l'imperfection. Et cela ouvre une question vertigineuse pour la suite. Si cet art est une explosion dionysiaque en réponse à notre monde déjà très contrôlé, très apollinien, quelle forme prendra la rébellion artistique dans un futur encore plus dominé par l'intelligence artificielle, les métavers, les réalités virtuelles, etc. C'est une bonne question. Est-ce que l'art devra crier encore plus fort pour se faire entendre ? Exactement. Le cri devra-t-il devenir assourdissant ou se transformera-t-il en quelque chose de radicalement différent, une forme de résistance qu'on ne peut même pas encore imaginer aujourd'hui ? La question reste ouverte.